salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je voulais te parler de la créatine et je vais te parler de la créatine à travers 3 épisodes de podcast. Donc je vais te parler différents sujets ou plutôt sous-sujets de la créatine dans chacun de ces podcasts, de ces épisodes. Donc ici, j'ai envie de te parler pour commencer des avantages et des inconvénients de la créatine. Je vais un petit peu parler de théorie, mais je vais surtout parler de pratique. Ensuite, il y aura un autre épisode où je parlerai de quelle forme de créatine est la meilleure et lorsque l'on se supplémente et également différentes méthodes d'utiliser la supplémentation, donc on va dire le protocole à suivre. Et enfin le troisième épisode, je parlerai plutôt je pense des idées reçues sur la créatine, c'est-à-dire les fausses croyances, etc. Donc là aujourd'hui je vais te parler des avantages et des inconvénients de la créatine. Peut-être que tu te poses la question de est-ce que tu dois prendre la créatine ou pas. Ou peut-être même que tu en prends déjà et que tu te demandes si c'est vraiment utile ou pas de continuer à te supplémenter en créatine. Donc la créatine, c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus sur les réseaux en général. C'est un des suppléments, on va dire, les plus connus actuellement, je pense. Et du coup, il est normal évidemment de se poser des questions à son sujet. Donc je vais commencer déjà par les points négatifs, je pense, et après je finirai par les points positifs. Alors les points négatifs, il y en a plusieurs concernant la créatine. La plupart du temps, les points négatifs, donc je vais l'expliquer, mais la plupart du temps, c'est lié juste à une mauvaise gestion de la supplémentation. Donc un premier point négatif, c'est juste l'arrivée de diarrhée ou de nausée lorsque l'on se supplémente en créatine. Alors en fait, il faut savoir que souvent ça, c'est juste un problème de gestion de la supplémentation. La créatine, c'est un supplément selon la dose que l'on prend dans la journée qui doit être réparti en plusieurs fois dans la journée. Pour la simple et bonne raison que quand on prend trop de créatine d'un coup, d'un point de vue de digestion, ça peut juste ne pas passer, ça peut créer des diarrhées, etc. Donc généralement, les diarrhées ou les nausées peuvent être créées parce que en fait la créatine c'est une substance qui est très osmotique, je sais plus si ça se dit comme ça en français, mais c'est tout simplement une molécule en fait qui va faire que les diarrhées peuvent arriver beaucoup plus rapidement si la concentration en créatine est trop forte, on va dire d'un seul coup. Donc ce qu'il faut faire selon la dose que l'on prend dans la journée, c'est de répartir en plusieurs fois. Donc ici c'est pas très compliqué, hein. Dans le cas où par exemple on est une personne qui est sensible aux diarrhées ou aux nausées, même dans le cas où on prend pas forcément beaucoup de créatine, le meilleur à faire c'est juste donc comme je l'ai dit, de répartir en plusieurs fois dans la journée et également de prendre avec des repas, c'est-à-dire de ne pas prendre de manière isolée dans la journée, mais de prendre avec un repas parce qu'avec tout ce qui est matrice alimentaire, tout ce qui est les aliments à côté dans le tube digestif, en même temps que la créatine, en même temps que la créatine, ça va permettre, on va dire, en quelque sorte de diluer la créatine et donc ça va pas avoir d'impact négatif d'un point de vue digestif. Donc ça c'est le premier point négatif, mais qui est surtout présent en fait si on gère mal. Donc au final, c'est pas vraiment problématique si on fait ce qu'il faut. Ensuite, le deuxième point négatif, c'est pareil, c'est un manque de gestion généralement, c'est des crampes, des crampes au niveau de l'estomac. Donc ça, c'est pas forcément le fait qu'on prenne trop de créatine d'un coup, c'est surtout le fait qu'on prenne de la créatine sans avoir mis suffisamment d'eau. Donc la créatine, en fait, c'est un supplément qu'on prend en poudre et qu'on dilue dans de l'eau. Alors en fait, pourquoi est-ce que ce supplément n'existe pas de manière liquide? C'est très simple, c'est parce qu'il a été, euh, ça a déjà été étudié en fait, mais c'est pas efficace d'avoir de la créatine liquide pour la simple et bonne raison que la stabilité en fait de la créatine dans la solution, donc dans l'eau, est très limitée. Et du coup, ce qui fait que bah, au niveau de quelques jours dans de l'eau, la créatine elle se dégrade et du coup elle est plus en fait, elle est plus, on va dire, disponible pour le corps et elle n'est plus de bonne qualité. Ce qui fait qu'on peut pas la commercialiser parce que si on la commercialise, ça veut dire qu'elle restera beaucoup de jours, le temps qu'elle se vende et qu'elle se consomme dans une solution et du coup, elle sera dégradée pendant ce temps-là. Donc c'est pour ça que la créatine, on la retrouve pas sous forme liquide. Et si, je sais pas, par je ne sais quelle raison, tu trouves de la créatine sous forme liquide en vente, n'en prends pas parce que c'est pas efficace. Bon après ça, j'en parlerai plus dans l'épisode numéro 2. Mais en tout cas, c'est l'idée qu'il faut retenir. Mais en tout cas, pour revenir aux crampes au niveau de l'estomac, c'est juste que oui, effectivement, on met pas assez d'eau. Et du coup, c'est beaucoup trop concentré et ça crée des problèmes au niveau de l'estomac, généralement donc des crampes. Donc ça, c'est le deuxième point. Après, il peut vite être réglé, hein. Il suffit juste de suivre, on va dire, les consignes qu'il y a sur la boîte de créatine, donc le supplément
au niveau de combien ajouter d'eau, etc. Et normalement, le problème ne devrait pas arriver. Après, voilà, chacun est différent, il faut toujours ajuster, mais là-dessus, ça pose généralement pas problème. Et enfin, le troisième gros problème, donc celui-là, c'est surtout lui qui pose le plus problème, c'est pour ça que je termine par lui. C'est surtout que la créatine, en fait, elle amène souvent à une prise de poids et notamment à une rétention d'eau. Alors, c'est pas pour rien. Euh, alors, en fait, il y a du point positif et du point négatif avec ce point-là. Alors, déjà, alors, la créatine, déjà, ne fait pas prendre du gras. Quand on prend du poids après s'être supplémenté en créatine, c'est-à-dire, par exemple, on supplémente et au bout d'une semaine, on prend 1 kg. Bon, ça peut effectivement être du gras selon ce qu'on mange à côté, hein, si on est en surplus calorique, etc. Mais si on change pas nos habitudes, c'est vraiment la créatine en fait qui crée une rétention d'eau. Et ça, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que cette montée en poids peut être assez rapide et c'est pour ça qu'elle fait souvent peur. C'est généralement quand on commence à supplémenter en créatine, on peut carrément prendre entre 1 et 3 kilos d'eau en une semaine, généralement. Enfin, ça peut arriver. Après, ça dépend évidemment du poids que tu fais de base, c'est-à-dire qu'évidemment, plus tu es lourd et plus tu as de chances de gagner beaucoup de poids en une semaine. C'est une manière proportionnelle. Mais c'est vrai que ça peut faire peur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la créatine, comme je l'ai dit, c'est une substance qui est active de manière osmotique. Si ça se dit encore, osmotique, j'ai vraiment un doute pour la traduction française, on va dire. Et en fait, cette créatine, quand elle est prise par le muscle, eh bien, elle induit en fait des transporteurs qui induisent le sodium. Et en fait, pour faire un petit peu court, c'est le fait en fait qu'on consomme de la créatine, vu que ça va mettre en jeu des transporteurs de sodium, va faire que ça va changer un petit peu la concentration intracellulaire de sodium, induit du coup par la supplémentation en créatine. Et il faut savoir en fait que le sodium, entre guillemets, pour vraiment caricaturer, c'est un ion qui permet de retenir l'eau. Et du coup, le fait qu'il retienne l'eau dans les cellules va faire qu'il y aura de la rétention d'eau et que le potassium n'agira pas comme d'habitude, ou du moins il agira un petit peu moins que d'habitude au niveau de l'excrétion de l'eau dans les cellules, et ça va faire qu'il y aura peut-être de la rétention d'eau. Alors, bon là c'est un petit peu caricaturé, mais c'est généralement ce qui se passe. Après, il faut savoir que quand l'eau intracellulaire augmente, c'est-à-dire que la cellule se gonfle en eau, elle a encore plus d'eau, ça stimule aussi la synthèse protéique, donc ça c'est intéressant et je vais justement en venir après au niveau des bénéfices. Mais voilà, c'est-à-dire que la rétention d'eau que crée la créatine, c'est pas un drama, pour la simple et bonne raison que certes on prend du poids sous forme d'eau généralement quand on commence à supplémenter en créatine, mais par contre cette eau-là, elle va par la suite se stabiliser, elle va s'excréter dans les semaines qui suivent, c'est-à-dire qu'au final on prend pas vraiment de poids, mais c'est juste qu'on prend du poids au début de la supplémentation généralement, pour ensuite le reperdre de manière générale, ou du moins si on le repère pas, c'est généralement parce que aussi on va peut-être prendre du muscle par la suite, après ça dépend du niveau de chacun, je vais en parler juste après. Mais voilà, donc c'est pas vraiment un désavantage en soi, mais c'est juste quelque chose, il faut être attentif. Parce que par exemple, si on a des athlètes, si par exemple on suit des athlètes, ou même on est un athlète qui s'apprête à faire une compétition, c'est la pire idée de commencer à supplémenter en créatine quand on va arriver proche de la compétition. Puisque si c'est un sport de pesée, eh bien on risque de totalement mettre en jeu sa pesée, puisque on risque tout simplement de retenir de l'eau entre 1 et 3 kilos, et ça peut carrément tout changer, hein. D'un point de vue sport, ça peut largement te changer de catégorie ou je ne sais quoi, et là bah, ça fout en l'air ta compétition. Donc ça c'est juste vraiment un point à faire attention. Donc ça c'était on va dire pour les points négatifs entre guillemets. Donc tu vois généralement que les points négatifs concernant la créatine sont pas vraiment négatifs, hein, c'est surtout de la gestion, c'est surtout d'être conscient de ça et de pas faire l'erreur. Donc maintenant on va passer aux points positifs. Alors les points positifs, il y en a surtout un, il y en a un deuxième, je vais rapidement en parler, mais bon, pour le moment la littérature n'est pas très claire à ce sujet, donc je vais pas rentrer dans les détails. Donc le premier point, enfin on va dire il y a deux points, mais les deux sont liés quand même, c'est un gain de force, donc un gain de force et aussi d'explosivité de manière générale, donc au niveau de nos entraînements, et également une prise de muscle. Donc au niveau de la force et de l'explosivité, c'est généralement tout simplement lié à la phosphocréatine qui va donc être augmentée au niveau des muscles grâce à une supplémentation en créatine. Donc la phosphocréatine, c'est, pour faire assez court, c'est une molécule qui est utilisée pour fournir de l'énergie aux muscles, donc pour transformer, ou du moins pour recycler de l'ATP
donc adénosine diphosphate en ATP, donc adénosine triphosphate qui est la monnaie d'énergie du corps en quelque sorte, donc qui permet à nos muscles de se contracter. Et cette phosphocréatine là en fait elle est généralement davantage utilisée et stimulée, enfin elle a davantage d'intérêt dans les efforts très intenses mais de très courte durée, donc on parle vraiment de quelques secondes, c'est-à-dire les sports de force tout simplement, ou les sports d'explosivité, comme par exemple le crossfit, comme par exemple l'haltérophilie, euh, etc. Donc, donc voilà, donc ça augmente la phosphocréatine. Alors, il faut savoir en fait que la créatine, il y a dans tout le corps, toute la créatine du corps, il y en a 95% qui sont dans les muscles, et les 50%, enfin les 5 autres pourcents sont en règle générale dans le cerveau et aussi à d'autres endroits, mais en très petite quantité. Concernant le cerveau, je vais y revenir après. Mais c'est pour montrer que vraiment par exemple, pour une personne de 70 kg, il faut à peu près compter 120 grammes de créatine au total dans le corps. Et du coup, vu que c'est 95% dans les muscles, il y a plus de 100 grammes de de créatine dans les muscles. Donc la phosphocréatine, voilà, elle est intéressante pour ça. C'est pour ça que la créatine, généralement, on l'utilise dans les sports de force. Il faut savoir quand même que cette montée des performances est évidemment proportionnelle au niveau. C'est-à-dire que si on est quelqu'un qui débute dans le sport, donc dans un sport de force, la phosphocréatine, enfin la créatine, va permettre davantage de gains de performance juste avec la supplémentation par rapport à quelqu'un qui est très avancé dans le sport. Donc ça paraît assez logique, mais c'est quand même important de le préciser. Donc, donc voilà un petit peu, je pense, pour tout ce qui est gain de force. Alors tout ce qui est gain musculaire, en fait, il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est déjà lié à la rétention d'eau que ça crée la créatine, qui aide un tout petit peu au niveau de la synthèse protéique dans le muscle. Alors bien sûr, quand je dis gain de muscle, ça dépend aussi de la nutrition à côté, hein. Je veux dire, c'est pas la créatine qui va faire tout le taf, mais c'est quelque chose qui peut aider. Donc si tout ce qui est protéines, etc., c'est correct dans l'alimentation, le fait qu'il y ait davantage d'eau en intracellulaire, ça peut aussi aider à la synthèse protéique. Mais il y a tout simplement l'autre point qui fait que si on augmente nos performances sportives, c'est-à-dire qu'on a plus de force à l'entraînement, etc., et bien évidemment nos barres, nos performances vont augmenter, et quand on augmente nos performances, le muscle doit s'adapter, et pour s'adapter, il doit devenir plus fort, et il doit devenir plus gros, de manière générale, sauf si on est vraiment à un niveau très avancé. Donc voilà pourquoi la créatine généralement amène aussi à une facilitation, je ne sais pas si ça se dit, du gain musculaire. Donc ça c'était pour le premier avantage. Le deuxième avantage, qui n'est pas vraiment un avantage parce que pour moi il n'est pas assez clair d'un point de vue scientifique, c'est au niveau du cerveau. Alors en fait il faut savoir qu'il y a, comme je l'ai dit un petit peu avant, il y a un petit peu moins de 5% de la créatine totale qui est présente dans le cerveau. Donc, alors, faut savoir en fait que quand il y a une supplémentation en créatine, ça je l'ai pas dit, mais au niveau des muscles, il y a généralement une augmentation de la concentration en créatine dans les muscles de 20% après une supplémentation, donc généralement après un mois de supplémentation. C'est généralement la référence qu'on prend. Au niveau du cerveau, c'est à peu près 10% d'augmentation, donc on voit déjà qu'il y a moins d'augmentation de la concentration en créatine dans le cerveau après une supplémentation qui est identique par rapport aux 20% en fait de gains dans les muscles. Donc en fait ça montre que, alors déjà ça a été prouvé que la créatine c'est normalement une molécule qui a du mal à passer au niveau du cerveau à cause de la barrière, alors je sais plus comment on la prononce en français, mais c'est la blood-brain barrier, je sais plus comment on l'a dit en français, mais bref, on va dire ce qui permet de filtrer toutes les molécules entre le corps et entre le cerveau. C'est quelque chose en fait qui est très sélectif, et il y a très peu de molécules qui peuvent passer dans le cerveau, enfin qui peuvent rentrer dans le cerveau. Et la créatine, elle, alors il y a des transporteurs qui ont été prouvés, qui sont présents au niveau du cerveau pour que la créatine puisse rentrer, mais c'est présent en de très très faibles quantités. Donc c'est pour ça que la créatine, quand on supplémente, elle se concentre beaucoup moins dans le cerveau par rapport aux muscles. Donc ça c'est un point qui est intéressant à retenir. Et sinon au niveau du cerveau, alors il y a plusieurs hypothèses, hein. C'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment un avantage. Il y a plusieurs hypothèses qui disent que la créatine pourrait avoir des effets neuroprotecteurs. Ce qui peut être notamment intéressant pour les sportifs de sport de combat, donc tout ce qui est sport où tu te prends des coups à la tête, parce que cet effet neuroprotecteur apparemment serait potentiellement
intéressant, donc pas que pour les sportifs bien sûr, mais aussi pour tout ce qui est contre la vieillesse, etc. Alors, bon, ça reste assez flou. Il faut savoir aussi que la créatine, elle peut être synthétisée au niveau du cerveau, alors que le muscle ne peut pas synthétiser de créatine par lui-même. Il faut savoir en fait que ce qui crée la créatine dans le corps, hein, parce qu'on n'en a pas que par l'alimentation, c'est le foie et les reins. Enfin, c'est surtout le foie, mais en secondaire, c'est aussi les reins et le pancréas. Mais le cerveau peut lui aussi produire sa propre créatine avec certains neurones, donc les astrocytes, les oligodendrocytes, etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Donc autrement dit, il y a pas mal de pistes qui montrent que la créatine apparemment aurait des intérêts d'un point de vue neurologique, au niveau du cerveau, etc. Mais c'est encore trop flou pour que je puisse en parler de manière détaillée, donc je laisse ça un petit peu comme ça, de manière informative plutôt. Donc je pense avoir fait le tour pour cet épisode. N'hésite pas si tu as des questions, peut-être que j'ai pas trop détaillé un point. Donc n'hésite pas si tu as des questions à me les poser, hein, à laisser un commentaire au podcast ou à me les poser sur Instagram. Et puis bah n'hésite pas aussi à noter le podcast si ça t'a plu. Et du coup on se retrouve pour l'épisode numéro 2 sur la créatine, sur quelle est la meilleure forme de supplémentation et comment s'y prendre la semaine prochaine, donc il sort dans une semaine. Et voilà, allez je te souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine.